Bonjour à tous, je suis Ping, je vais vous faire une conférence sur le dropshipping SEO et les pièges à éviter pour réussir, dans ce business model. Pour me présenter rapidement, je suis Ping, entrepreneur en ligne, depuis 2019, spécialisé en e-commerce, dropshipping, SEO et Google Ads. À ce jour, j'ai un portefeuille d'environ 20 à 30 sites qui tournent et qui font des ventes, quasiment tous les jours. Ça peut aller des petits sites qui vont faire entre, 500 et 2 000 € par mois, à des plus gros sites qui vont faire entre 10 000 et 50 000 € par mois selon la période. Et ce nombre de sites varie tout simplement parce que, il m'arrive parfois de vendre des sites ou, d'en acheter. Et mon équipe se compose actuellement d'environ 3 prestataires avec, 2 intégratrices produits et une personne qui va, s'occuper, du service après-vente et du passage des commandes. En parallèle, de mon business de dropshipping SEO, j'ai aussi, une communauté, d'e-commerçants que je gère et dans laquelle j'essaie de mettre en avant, ma formation E-com Escape où j'ai fait, un building public en partant de zéro d'une boutique et qui génère aujourd'hui plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Dans cette présentation, on va commencer par voir, ce qu'est, le dropshipping SEO et comment ça fonctionne. Puis on va voir, les, différentes erreurs à ne pas faire en se basant sur mon retour d'expérience, mes propres boutiques et aussi, sur ce que j'ai pu voir de mes élèves. On va essayer, d'apporter, quelques, conseils, des solutions et des stratégies, actionnables pour avoir des résultats rapides et on va finir avec un petit récap et une conclusion, à la fin. Alors, le dropshipping, pour commencer, c'est tout simplement un business model qui va nous permettre de faire de l'e-commerce sans stock ni logistique. Et toute cette partie-là, en fait, ça va être géré par, notre fournisseur, qui se base, en général en Chine, le plus connu étant AliExpress avec qui on peut, très bien travailler et déjà commencer à faire des choses très grands avec eux. Ensuite, on peut essayer de professionnaliser, la chose en trouvant d'autres, fournisseurs, d'autres usines pour commencer à brander, nos boutiques avec nos logos, nos packaging, et cetera. Et nous, en tant que dropshipper, on va s'occuper, surtout de la boutique en ligne, en fait. On va essayer d'ajouter les produits et de ramener des visiteurs. Une fois que le client, va, passer commande chez nous, la commande va être reçue, sur la boutique, mais automatiquement, c'est synchronisé avec la plateforme de notre fournisseur qui va recevoir les informations, de notre client ainsi que, les commandes les produits qu'il veut, recevoir. À ce moment, le fournisseur va emballer et envoyer les produits au client. Dès qu'il le reçoit, le client, eh bien, soit il est content, soit, s'il y a des problèmes, il va nous contacter à nous puisqu'on va devoir se charger ensuite du service après-vente. On est donc en fait juste l'intermédiaire entre, le client et le fournisseur. Pour attirer, les visiteurs, il y a différentes manières, les plus connues étant, avec les canaux d'acquisition, payantes via les réseaux sociaux. On a, par exemple Meta Ads, qui va nous permettre de faire de la pub sur tout ce qui est Facebook, Instagram. On a aussi tout ce qui est TikTok, Snapchat et Pinterest Ads, qui sont, toutes ces plateformes, très puissantes, très bien pour faire, beaucoup de ventes, chercher de la croissance. Le seul inconvénient, ça va être, que, on va devoir constamment, monitorer nos comptes publicitaires, tous les jours pour s'assurer que ça dépense correctement, que c'est rentable et parce que, en fait, quand on fait, de la pub sur ce genre de plateforme, les créatives, c'est-à-dire tout ce qui est publicité, vidéo ou images qu'on va diffuser, eh bien, ils s'essoufflent assez rapidement et du coup, il va falloir se renouveler constamment si on veut, continuer à être rentable sur ce genre de plateforme. C'est pour ça, moi, je vais plutôt privilégier, d'autres canaux d'acquisition en se basant sur des moteurs de recherche comme, Google. Sur Google, l'avantage, c'est, qu'on va pouvoir se référencer naturellement grâce au SEO. Souvent, on dit que c'est, du trafic organique gratuit, mais aussi on va pouvoir se positionner dans les premiers résultats de Google, grâce à Google Ads avec de la pub payante, qui va, nous diffuser en haut des résultats de recherche et on va payer à chaque clic, des visiteurs. Ce genre de canal d'acquisition est souvent, beaucoup plus stable et plus durable sur le long terme. Moi, en général, quand je le mets en place, ensuite, j'ai pas besoin de constamment être derrière, le compte publicitaire pour m'assurer, que je suis rentable ou pas. Une fois que c'est bien mis en place, ça tourne, plutôt bien.
Et aussi l'avantage de ce genre de canal d'acquisition, c'est qu'on va se baser sur, du trafic, avec un fort intention d'achat, puisqu'en général, quand on va, sortir sur le résultat de recherche Google, c'est, quand un utilisateur, va chercher un mot-clé en rapport avec un produit, et quand il cherche un mot-clé d'un produit, en général, c'est qu'il est assez chaud pour, l'acheter. À titre d'exemple, ici, j'ai, mis une boutique, SEO où quand on tape robe gothique, sur le Google, on voit, tout en haut, l'encart Google Shopping avec la pub payante, et en premier résultat, on voit par exemple, un site qui ressort, sur, la collection de robes gothiques, et quand on clique dessus, on se retrouve sur une boutique, de dropshipping en fait, avec différents produits, différentes robes gothiques, qui remplissent la collection. Et en fait, là, il y a une petite pop-up. C'est une pop-up que j'ai ouvert, grâce à une extension Chrome, et qui va me permettre de retrouver, le fournisseur, basé en Chine. Pour ça, du coup, c'est AliTool Assistant Shopping. Une fois que l'extension Chrome est téléchargée, on peut venir, survoler l'image, sur le site. On aura une petite loupe et ça fonctionne comme Google Lens, et ça nous permet de retrouver, les fournisseurs, grâce à l'image, et uniquement avec des fournisseurs qui sont sur la plateforme AliExpress. Ce qu'on peut voir ici, c'est, que les prix, sur, nos fournisseurs ici tournent aux alentours de 20 €, et que sur le site, en question, il le vend à 60 € le produit. Du coup, on est sur une marge à x3 par rapport au coût, du produit. C'est à peu près la norme, quand on fait un site de dropshipping, dans le domaine. Et après, il faut se dire aussi, que sur les 40 € de marge, parfois, selon le statut, on est amené à avoir à collecter et reverser la TVA, qui est l'équivalent ici sur 60 € d'environ 10 € collectés à reverser à l'État. Ça dépend de si vous êtes ou non assujetti à la TVA, et si c'est le cas, du coup, on se retrouve avec 30 € de marge, par exemple sur ce type de produit si on le vend, et donc au final sur 50 de marge par rapport au, prix de vente, du produit. Voilà, et du coup, ça, c'est une boutique de dropshipping SEO. Si on analyse ce site sur des outils d'analyse de mots-clés comme SEMrush, on peut voir l'estimation du trafic sur Google, avec, ici une estimation mensuelle, de 7 500 visiteurs par mois, et on peut voir à gauche que c'est sur des mots-clés, plutôt à tendance transactionnelle, des mots-clés comme robe gothique, vêtements gothiques. Il est aussi positionné sur tout ce qui est bottes, chaussures gothiques, bijoux gothiques, et en gros, c'est, comme je vous ai dit, des mots-clés avec une forte intention d'achat. On va pouvoir faire une estimation, basée sur ces mots-clés et ce trafic estimé, du potentiel, revenu, que génère cette boutique. Tout simplement parce que ce genre de boutique, dans la mode, quand on est assez pessimiste, on va générer environ 1 de taux de conversion. C'est-à-dire que sur 7 500 de visiteurs, on aura, par exemple, environ 75 ventes par mois. Sur ces 75 ventes approximatifs, bien sûr, on va, par exemple, le multiplier par le profit qu'on pouvait espérer, si on suppose que pour tous les produits, on fait 30 € de profit comme pour la robe, et on se retrouve avec 2 250 € de bénéfices, à la fin du mois grâce au trafic organique en SEO en moyenne. Ça peut monter bien sûr jusqu'à 3 000 € si on est à 40 € de marge, si par exemple vous êtes pas assujetti à la TVA. Voilà, et du coup, pour se positionner sur, les résultats de recherche comme l'a fait ce site, il va forcément, avoir besoin de bien travailler son SEO. Il va aussi falloir, bien se nicher dans une thématique comme ça a été fait ici dans le domaine de la niche, gothique. Cette boutique va vendre donc, plusieurs types de produits dans le domaine, et là, on va pouvoir, voir un peu justement la première erreur à ne pas faire. Quand on veut se nicher dans une thématique, il faut faire attention au volume de recherche de nos produits. Parce que là, j'ai pris l'exemple en fait d'un de ses concurrents, un des concurrents qui s'appelle, je crois, un truc du style robe-gothique.fr. C'est une technique, de se nommer avec un nom de domaine qui est au final le nom, d'une requête de produit. Ça s'appelle un exact match domaine. C'est assez puissant, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que là, ce qu'on peut voir, c'est que, cette boutique, il va se positionner essayer de se positionner sur un mot-clé, dont le volume de recherche est seulement à 1 600 de volume estimé par mois, d'après, les outils d'analyse comme SEMrush. Moi, ce que je recommande en général, c'est d'avoir un minimum quand on se lance sur une niche,
de cumuler, un volume de recherche totalisant plus de 20 000 à 30 000, de recherches estimées par mois pour être sur une niche avec, beaucoup de potentiel, pour, générer suffisamment d'argent. Et bien sûr, quand je parle de 20 000 à 30 000 de volume de recherche, on se base, sur les gros mots-clés qu'on veut cibler et sur lesquels on veut se positionner. Mais surtout, ne comptez pas tout ce qui est mots-clés informationnels. Comme on peut voir sur la boutique, le nom de domaine qui se positionne en exact match domaine, il se positionne par exemple sur tout ce qui est prénom gothique, coiffure gothique, look emo encore ça peut passer en article de blog. Mais voilà, tout ce qui est prénom gothique, c'est bien beau, il y a presque plus de 4000 de volume de recherche estimée sur ce mot-clé, mais c'est pas un mot-clé qui va faire des ventes, c'est pas un mot-clé business qui va nous rapporter de l'argent. Et du coup, on ne s'amuse pas à le compter dans le cumul des 20 000 à 30 000 que je vous recommande. Un exemple ici de quelques niches sur des micro-niches qui pourraient totaliser plus de 30 000 recherches. Ça serait par exemple les rangements maquillage, les ranges maquillage. Et ce type de produit, en plus, si on se positionne dessus, euh, même en exact match domaine, ça fonctionne très bien et on va pouvoir chercher d'autres mots-clés plus larges autour de cette thématique parce que dans les ranges maquillage, on a aussi tout ce qui est trousse de maquillage, organisateur maquillage, les valises de maquillage, les mallettes maquillage. Voilà, tous ces mots-clés, au total, vont cumuler pas mal de mots-clés, de volume de recherche jusqu'à atteindre les 20 000 à 30 000, comme je vous ai dit. On a aussi, par exemple, en restant dans le domaine des robes, comme avec les robes gothiques, comme on a vu, c'était pas suffisant, mais il y a des mots-clés comme robe fleurie, robe terracotta, sur lesquels on peut venir réussir à se positionner avec une boutique très nichée dans ce domaine, avec un exact match domaine. Et ça fonctionne aussi très très bien. Mais encore une fois, là, c'est plutôt intéressant parce que le volume de recherche est assez élevé. Il faut bien faire cette recherche avant de se lancer. Mais même là, plutôt que de lancer une niche sur une boutique sur uniquement les robes fleuries, j'aurais plutôt tendance à viser parfois une boutique univers. C'est plutôt ce que j'ai tendance à faire maintenant, parce que même si les micro-niches, ça fonctionne, on est très vite capé en termes de revenus, de chiffre d'affaires. C'est très difficile en général de dépasser les plus de 2 000 € par mois, plutôt qu'avec une niche univers. Voilà, tout ce qui est univers avec une boutique autour d'une passion, d'une thématique ou d'un style, c'est ce que je préfère faire maintenant parce que, par exemple, si on prend ici la niche des décorations industrielles ou des décorations scandinaves, on va pouvoir chercher d'autres collections et pas seulement se limiter à un type de produit. On va pouvoir vendre tout ce qui est horloge murale, horloge industrielle, des lampes industrielles, des tapis, des tableaux, de la tapisserie, etc. Et voir beaucoup plus large. Et quand on fait ça, on va donc avoir beaucoup de collections, beaucoup de mots-clés, toujours aussi thématisés, toujours aussi nichés. Et donc, on peut très bien se positionner en SEO avec cette méthode-là. En plus, grâce à AliExpress, l'avantage quand on va faire ça, c'est qu'on va avoir énormément de produits. Le catalogue est énorme. On va pouvoir se positionner sur beaucoup de longues traînes qui répondent à l'intention de recherche et remplir les collections comme il le faut. Quand on lance une nouvelle boutique et qu'on fait bien son travail en SEO, Google va, dans un premier temps, commencer à vous référencer sur quelques mots-clés, quelques collections avec du potentiel, parfois peut-être un top 30, top 40. Et si ces mots-clés ressortent facilement dès le début du lancement de la boutique, c'est qu'il y a potentiellement une place à prendre et essayer de mettre un peu plus d'effort sur ces premières collections, ces premières requêtes qui sortent, peut être intéressant pour à terme chercher le top 1 à top 3 des résultats de recherche de Google, ce qui rapportera le plus d'argent. Voilà, du coup, le volume de recherche, c'est quand même important pour ne pas être déçu lorsqu'on se lance sur une boutique en dropshipping SEO par rapport aux attentes qu'on peut espérer faire en termes de revenus. Mais il faut aussi penser à analyser la concurrence, la difficulté en termes de SEO. Pour ça, une méthode très simple, c'est soit de faire du all-in title, la requête all-in title sur votre mot-clé. Ça fonctionne très fort. Si le résultat que ressort Google est en dessous de 5000, en général, surtout s'il n'y a pas de concurrent et que vous partez en exact match domaine, ça fonctionne très très fort. Vous pouvez tester ça sur Alloscan ou tout simplement sur Google en cliquant sur le bouton outils ici, quand vous tapez la requête all in title suivi du mot-clé. Ensuite, bien sûr, il faut analyser s'il y a des concurrents qui sont plutôt chauds en SEO et thématisés, nichés comme ce que vous voulez faire.
S'il y en a trop et qu'ils ont déjà fait le taf, de façon assez pro et qui sont constants, en général, vaut mieux essayer de chercher d'autres niches, plutôt que de se battre, et sur un marché trop concurrentiel. Voilà, ça c'était l'erreur numéro 1. Là, une deuxième erreur que je vois, assez souvent pour ceux qui se lancent en dropshipping, c'est plutôt pour ceux qui font du dropshipping, et qui ont une formation basée avec du Facebook Ads, du Google Ads, un media buy, c'est de mal structurer son menu. Voilà, ça, ceux qui ont des bases en SEO, en général, ce n'est pas un souci. Mais de base, en fait, sur, Shopify, vu que c'est le CMS que j'utilise, le menu qui est proposé, de navigation, met toujours la page d'accueil, un menu catégorie avec toutes les collections dedans, puis des pages comme histoire, contact et de la FAQ. Alors que ces dernières pages, par exemple, on va plutôt les mettre dans le footer et essayer de bien organiser notre menu navigation ici pour mettre en avant les collections avec le plus gros potentiel sur lesquelles on aimerait bien se positionner en SEO et faire une architecture intéressante en termes d'UX pour l'utilisateur et pour l'algorithme de Google pour qu'il puisse comprendre de quoi parle votre site, comment il est bien organisé et vous référencier dessus. Voilà, menu classique. Si on est sur la niche, par exemple, comme ici sur les baskets orthopédiques, qui est une très bonne niche en media buy, et qu'on aimerait se positionner en SEO, on aurait plutôt tendance à mettre un menu avec une page des meilleures ventes. C'est important de le laisser, ça. Puis, on va peut-être avoir une catégorie avec tout ce qui est chaussures orthopédiques et un sous-menu, on aura tout ce qui est baskets, sandales, pantoufles. Pareil, si on vend des coussins orthopédiques, on peut avoir une catégorie à part avec en dessous, dans les sous-menus, tout ce qui est coussins fessiers, genoux, lombaires, pour le dos. Puis, on peut aussi avoir des collections, pour les corsets orthopédiques, les semelles orthopédiques et comme ça, on a un menu un peu plus structuré pour répondre, aux exigences, du UX pour, l'utilisateur et que Google comprenne bien votre site. Ensuite, bien sûr, derrière, il faut bien travailler tout ce qui est structure de titre pour viser le mot-clé qui vous intéresse en termes de SEO. Là, typiquement, ce n'est pas le cas. Il a laissé la catégorie hyper large, sport et fitness, plutôt que, par exemple, essayer de focus le mot-clé basket orthopédique. Bon, après ça, encore une fois, si vous avez des bases en SEO, normalement, c'est pas un gros souci, mais c'est surtout pour tous ceux qui sont dans le dropshipping Facebook Ads et qui veulent se lancer. Ça arrive souvent qu'ils ne soient pas assez bons en termes de structuration de menus. Une nouvelle erreur qui peut être faite, surtout là, par contre, c'est pour les SEO de base, parce que en fait, le SEO, c'est souvent vendu comme étant un canal d'acquisition gratuit. Et du coup, c'est assez compliqué de faire des backlinks au début si on n'a pas trop de budget. Et c'est donc quelque chose de trop souvent négligé par les SEO qui débutent en dropshipping SEO. Si vous n'avez pas de budget, c'est vraiment possible de faire des backlinks grâce à votre réseau, vos amis qui font le même business que vous. Essayez de faire des échanges avec eux ou sinon faire du ninja linking avec tout ce qui est forum ou commentaires via des sites qui vous permettent de faire des liens gratuitement. Moi, je préfère passer par des plateformes payantes pour gagner du temps. Vraiment, en France, il y en a énormément et ils sont tous assez qualitatifs. J'aime bien eReplerer pour faire ma propre recherche de sites et essayer de publier sur des sites qui vont être dans ma thématique, qui sont assez puissants et en bonne santé. En général, j'aime bien des sites qui se positionnent sur des mots-clés de mathématiques et derrière, nous, on va rédiger un bon contenu contextualisé par rapport à notre niche avec un bon ancrage de liens et qui va cibler une page à fort potentiel SEO et qui va ramener de l'argent. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez déléguer ça par des plateformes comme Linksgarden qui proposent ce genre de service et qui est d'ailleurs le partenaire de cet événement. Et vraiment, moi, j'ai eu la chance quand je me suis lancé, j'ai vraiment mis beaucoup d'investissement sur tout ce qui est backlink et c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats assez rapides. J'ai même acheté des boutiques de certains amis qui avaient justement trop peu de résultats en SEO, mais qui avaient très bien fait leur site. Je les ai achetés pour moins de 1 000 €. J'ai juste eu à mettre un peu de backlink, un peu de budget dessus pour que ça décolle. Et à ce jour, ces mêmes sites que j'ai achetés pour moins de 1 000 € pardon, me génèrent aujourd'hui plus de 100 000 € par an de chiffre d'affaires, rien que grâce au SEO. Du coup, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, l'erreur numéro 4, ça va être les images produits.
Voilà, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, sur les SERP, sur les moteurs de recherche comme Google, comme on peut le voir ici. Bon, l'écran est un peu petit, mais c'est pour vous montrer un peu la structure, des résultats de recherche. Ici, j'ai tapé, caméra de surveillance Wi-Fi et on voit que les images prennent une place, considérable, avec ici un encart Google Shopping, puis un encart, sur les Google Free Listings. Ici, on a l'encart, des sites produits, c'est des sites d'affiliation, de comparaison de prix sur lesquels on peut aussi être listé et en bas encore du Google Free Listing. Ici, le top 3 des résultats de recherche en SEO n'apparaît qu'au milieu de l'écran et du coup, c'est pour ça en SEO, on vise, vraiment le top 3, sinon ça sert à rien. C'est très rare de générer des clics pour, des des mots-clés sur lesquels on se positionne, à la deuxième page. Pareil là, ça c'est sur la SERP US, vraiment, sur la SERP US, ils mettent même des filtres à gauche sur lesquels on peut jouer. Si on veut, par exemple ici, avoir une robe gothique à manches longues, à manches courtes, de la couleur blanche, noire et cetera. Si on joue avec les filtres, c'est surtout des images qui vont ressortir sur, les résultats de recherche et même vous avez Google Images qui prend une bonne place dans les résultats de recherche ici. Voilà, c'est quelque chose à vraiment pas négliger, d'essayer de travailler la qualité de ces images et essayer de se lister là où on peut. Par exemple, avec Google Free Listing, ça peut se mettre en place assez facilement lorsque votre site est prêt à recevoir des ventes. Vous avez juste à vous inscrire sur le Google Merchant Center et vous faire valider et à terme, vous pouvez espérer, comme un de mes sites ici, générer pas mal de clics, tous les jours. Là, ça génère environ 50 clics par jour, rien que grâce aux images de Google Free Listing et en général, bah, du coup, environ tous les 2 jours, ça va générer une vente vu que sur 100 clics, on peut espérer faire, des ventes. En plus, si vous faites vraiment un site de zéro en dropshipping, 100% SEO, en général, vos premières ventes, vont être réalisées grâce à Google Images puisque c'est là où on va générer nos premiers clics. Souvent, c'est plus simple de se positionner là-dessus si vous faites, du bon travail et c'est ce qui convertit le mieux aussi puisque quand on clique sur une image, c'est qu'on est intéressé par le produit et qu'on est potentiellement, prêt à l'acheter. Du coup, moi, je passe par Shopify pour faire mes sites e-commerce et j'utilise pas mal d'applications. Par exemple, pour l'optimisation des images, je peux vous recommander Crushpix. C'est une application payante qui va coûter 5 € par mois, mais vous pouvez l'utiliser, par exemple, en une seule fois, l'installer, faire les optimisations nécessaires, puis le désinstaller dès que votre site est fini et en fait, ça va vous permettre de compresser les images sans perdre en qualité. Comme ça va charger plus rapidement. Avoir, des alt textes qui vont se baser, par rapport au titre produit et pareil, ils vont renommer aussi les fichiers, de l'image, en se basant sur le titre produit. Bien sûr, vous pouvez optimiser ça, manuellement et faire, travailler mieux les mots-clés des alt textes et cetera, mais en mode, 80-20 de façon automatique. Quand on a plus de 2000 images, 2000 produits, il vaut mieux passer par ce genre d'application et ça se fait, assez facilement. Si vous voulez le faire gratuitement aussi, vous pouvez passer moi, ce que j'aime bien, c'est, TinyPNG pour compresser les images et les garder en qualité et n'hésitez pas à retravailler vos images, que ce soit, l'arrière-plan, tout ça, avec Canva qui permet aussi d'ailleurs d'augmenter la qualité des pixels si votre image est un peu floue. Voilà, après, tout ce qui est, erreur importante à ne pas négliger aussi, c'est le marketing. Là, c'est l'erreur numéro 5 et c'est, une partie assez importante parce que, bon, c'est bien beau d'avoir un site, bien optimisé aux petits oignons pour le SEO, avoir des belles courbes, SEMrush, tout ça. Mais, ce qu'on veut nous, c'est, le business, c'est vendre et générer de l'argent. Du coup, on va essayer de travailler son marketing en mettant au moins les bases, pour les e-commerçants. C'est-à-dire, par exemple, pour augmenter le taux de conversion et le panier moyen, on peut, par exemple, jouer sur, les best-sellers qu'on va mettre en avant le plus possible, le plus haut dans notre, catégorie de collection et dans la page d'accueil. On va aussi, essayer de faire de la capture d'email via les pop-up pour relancer, que ce soit par les emails, les SMS marketing ou, enfin voilà, pour les paniers abandonnés. Et ensuite, il va falloir essayer de travailler son offre marketing avec des bundles, des produits recommandés et cetera sur notre site. Je vais vous montrer un peu moi ce que je mets en place, sur mes sites. La première chose, c'est, la pop-up, qui va nous permettre de capturer, des leads, capturer des emails qu'on va pouvoir tout de suite relancer via une newsletter. Pour ça, moi, j'utilise Klaviyo, c'est une application de, Shopify. C'est,
Ça peut, s'installer gratuitement au début, mais après ça peut vite monter en termes de prix sur le forfait ou sinon vous avez des applications intégrées à Shopify qui permettent de faire la même chose au début, gratuitement. Ce qu'on peut voir et qui est plutôt cool ici, c'est que dans ma pop-up, je vais offrir 10 de réduction et ici, dans le premier email que j'envoie dans ce flow, du newsletter, eh bien, on a un taux d'ouverture à 83 ce qui est plutôt énorme, et plutôt, très rentable d'ailleurs puisque, sur les 200, emails collectés, le mois dernier, j'ai généré plus de 3 000 € rien que grâce à ce premier email. Dans cet email, on va essayer de justement essayer de pousser, à la conversion grâce à, une réduction, une offre, code promo, par exemple de 10 comme moi je l'ai fait ici. On va essayer de mettre en avant les bénéfices de nos produits. On va rassurer, le client via des éléments de confiance avec des garanties, les délais de livraison et cetera et essayer d'intégrer, si on en a, des témoignages et des avis clients, voilà, pour rassurer le client encore une fois. En plus, de cette campagne de newsletter qu'on peut lancer et automatiser et mettre en place une seule fois et en profiter, on a d'autres flows que propose Klaviyo et il y en a vraiment énormément. Tous sont, très intéressantes, mais vraiment s'il y en a une autre à choisir, ça serait, le flow des paniers abandonnés, qui est vraiment hyper important selon moi à mettre en place. Encore une fois, pareil, c'est vous le mettez juste une fois dès que vous avez votre boutique qui est prête et ça tourne automatiquement pendant des mois, des années, pas besoin de revenir dessus. Du coup, c'est quelque chose à mettre en place, si possible. En gros, quand un client va venir sur votre site, acheter, essayer d'ajouter un produit au panier et arriver sur la page, de confirmation de commande. Au final, s'il y a entre ces informations, que ce soit les emails, le numéro de téléphone, son adresse, tout ça, et qu'il n'a pas, finalisé le paiement, vous allez pouvoir collecter ces informations et le relancer par email. C'est ce que j'ai fait ici, avec un premier email qui est envoyé, s'il a laissé tomber son panier après 10 minutes. Dans cette première email, bah, je mets quand même, un hook, un titre d'email quand même assez putaclic. En gros, je vais mettre, commande validée, blablabla avec, un copywriting derrière et en fait, la personne, va, être vraiment, curieuse parce que, elle a pas, acheté en fait sur le site et il y a marqué un email ici avec une commande validée. Tout simplement, quand elle va cliquer sur l'email, derrière, je vais dire, «Votre commande est validée, elle est prête à être envoyée, il faudra juste penser à finaliser le paiement» et vous mettez un lien qui redirige vers la page de son panier abandonné pour qu'il finalise le paiement. Si après un jour, il n'a toujours pas commandé, je vais pouvoir continuer la séquence de ce flow d'email en envoyant un nouvel email ici en disant bon voilà, si tu veux, on t'offre 10% de réduction pour passer ta commande. Ce code promo est valide pendant 48 heures, tu peux en profiter. Si encore à ce moment-là, il ne convertit toujours pas, on envoie un dernier email, heu, 3 jours après et là, je dis: «Bon OK, dernière chance, là, je te mets 20 on n'ira pas plus loin et soit tu achètes, beh, sinon tant pis, quoi». Et comme vous pouvez voir, bon, le premier email rapporte quand même pas mal d'argent. Ici, on a pu générer, 32 000 € avec, ce premier email de panier abandonné. Le deuxième email avec le code promo, ici, a généré 8 000 € et sur le dernier email, ça a généré 6 000 €. Ça nous permet au moins, par exemple, sur le dernier email, de s'assurer que, s'il nous a oublié, bah, au moins, il peut passer commande ou sinon, ça évite qu'il passe, chez des concurrents. Voilà. Tout ce qui est email, de panier abandonné, c'est hyper puissant, mais ce qui est encore plus puissant, ça va être les SMS de panier abandonné. Je suis exactement à peu près la séquence, que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que là, dès que, le panier est abandonné, je vais envoyer un SMS au client, puisqu'il a aussi laissé son numéro de téléphone. Pour ça, je passe par l'application SMS Bump et ça fonctionne de la même manière. S'il n'a toujours pas passé commande, 5 heures après, on envoie un code promo, puis on relance 24 heures, 48 heures après. Vraiment, je bombarde. C'est, vraiment hyper rentable les SMS puisqu'il y a un taux d'ouverture à quasiment 100 en fait. Ça coûte vraiment pas très cher à mettre en place. Ici, on est à 20 € de retour sur investissement, enfin 20, fois 20 en retour sur investissement, pardon, sur, les 30 derniers jours et on peut voir que, ça, c'est sur le début depuis le début de la boutique, ça rapporte quand même beaucoup de ventes. Ensuite, en plus du panier abandonné, j'ai aussi ici, l'offre, post-achat, un SMS qui s'envoie juste après que la personne ait passé commande. On le remercie
et on lui dit que pour le remercier, on lui offre encore un code promo et parfois ça pousse encore à la consommation et ça nous fait gonfler le panier moyen, puisqu'il est prêt à acheter, enfin il a déjà sorti sa carte bancaire et il est encore prêt à acheter. Voilà, ça c'est, hyper rentable à ne pas négliger, comme d'hab, à mettre en place dès le début aussi. Et ensuite, on a aussi toutes les applications plugins que peut proposer, Shopify. Par exemple, on peut s'inspirer des meilleurs, e-commerce comme Amazon qui propose ici des produits fréquemment achetés ensemble et c'est quelque chose que moi j'ai mis en place sur ma boutique avec une application. En fait, vous tapez juste sur, le Shopify App Store Frequently Bought Together. Il y a énormément d'applications qui proposent la même chose. Vous prenez ceux qui sont gratuits, hein, si vous pouvez. Moi, c'est quand même un payant que j'ai pris et on peut voir que, ça m'a rapporté plus de 24 000 €, rien que grâce au, bundle, d'ajout au panier, comme c'est proposé ici. Ça propose des produits en relation avec, la page produit actuelle et si il est même s'il n'est pas intéressé, par exemple, pour acheter tout d'un coup, ça au moins ça permet de mettre en avant d'autres produits qui pourraient l'intéresser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est combiner cette application avec une offre qui fait, que j'offre, dès qu'il y a 2 produits achetés, le troisième est offert. C'est une offre marketing très, très, très puissante et qui fonctionne très bien. On peut se le permettre que sur des niches, bien sûr, avec, une marge importante. Moi, je mets ça en place sur tout ce qui est niche bijoux ou lingerie. Si vous analysez, ce genre de boutique, vous verrez que ça se fait souvent et ça fonctionne très, très fort. Je peux que vous le recommander si, sinon, si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez juste un quantity break, par exemple 10, 20, 30 selon, le nombre de produits ajoutés dans le panier et ça peut aussi faire l'affaire. Une autre application, qui peut être, facile à installer et mettre en place, ça va être le One Click Upsell. C'est tout ce qui est en post-achat, en fait. Une fois que, le client a commandé chez vous, il va recevoir une pop-up, disant: «Attention, la commande n'est pas finalisée», même si en fait c'est le cas et vous pouvez profiter ici uniquement sur cette page d'une offre de 10-20 de réduction, en cliquant, voilà, en achetant sur ce bouton et en fait, l'avantage de cette application, c'est que si la personne est vraiment intéressée, il va cliquer sur acheter et il va être automatiquement à nouveau débité sans qu'il ait besoin de rajouter sa carte bancaire vu qu'il vient juste de l'ajouter, 1 minute avant. Ça, c'est, quelque chose d'assez puissant. On peut uti Moi, j'utilise une application gratuite qui s'appelle Vanga AI. Et ça vient, proposer des produits, de façon intelligente, dès que, la commande a été validée. On peut voir que le taux de conversion est de 3,8 sur, sur les post-achats, ce qui est quand même assez cool pour faire gonfler, son, panier moyen là aussi encore. Ou sinon il y a d'autres applications où un peu plus poussées, plus chères comme Zipify, One Click Upsell, où on va vraiment pouvoir faire des funnels, des upsells, des downsells selon si la personne refuse, de profiter de l'offre. On va reproposer encore une deuxième fois une offre avec un produit différent, peut-être encore moins cher, ou s'il a déjà justement accepté ajouter un produit, on peut encore, proposer un troisième produit, selon le produit qu'il a acheté. Voilà, ça c'est, quelque chose aussi à mettre en place une fois pour en profiter sur le long terme et à combiner avec, tout ce qui a été mis avant. Ça fonctionne plutôt bien, pour, vendre sur une boutique e-commerce. Voilà, ça c'était tout ce qui était marketing et en plus, une fois que vous avez mis en place tout ce qui est marketing, vous allez pouvoir passer sur, tout ce qui est, acquisition de trafic payante. Parce que justement, une autre erreur, l'erreur numéro 6 que je vais vous présenter, c'est de négliger le trafic. Parce que le trafic, c'est quelque chose qui va vraiment vous booster en termes de SEO. Ça va vous apporter si vous arrivez à avoir, des visiteurs sur votre site, des gens qui vont chercher votre marque, qui vont acheter chez vous, qui vont donner de très bons signaux aux yeux de Google du coup et du coup, vous vous positionnez aussi, sur vos noms de marque et cetera. Ça va vous aider à vous positionner, sur vos requêtes transactionnelles en termes de SEO. Moi, c'est, une stratégie que je combine avec, Google Ads, sur toutes mes boutiques. C'est vraiment très puissant puisque en fait, quand vous travaillez bien votre boutique en termes de SEO, vos titres produits en général sont des longues traînes qui répondent à une intention de recherche, transactionnelle et ce qui est bien, c'est qu'avec Google Ads, en Google Shopping, eh bien, l'algorithme va se servir du titre de vos produits pour vous positionner, sur vos publicités payantes et vous allez uniquement payer lorsque quelqu'un va cliquer sur votre pub et comme je vous ai dit, du coup, quand quelqu'un, tape, votre mot-clé,
et que vous proposez le produit qui correspond à cette intention de recherche, forcément ça va pas mal aider à la vente, surtout qu'en Google Shopping, vous vous positionnez avec des images produits et c'est ce qui convertit le mieux. Donc, je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de vous lancer, en Google Shopping, si vous avez une boutique en dropshipping SEO. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, surtout là, pendant cette fin d'année, la période de Q4, c'est la période, où les gens consomment vraiment le plus, qui ou avec les fêtes comme, tout ce qui est Black Friday, fêtes de fin d'année, de Noël, les cadeaux, tout ça. C'est vraiment assez facile d'être rentable. En plus, Google propose des offres, promo, par exemple avec 400 € offerts si vous arrivez à dépenser 400 € en moins de 2 mois lorsque vous vous lancez, ou sinon vous pouvez même profiter jusqu'à 1 200 € d'avoir publicitaire, si vous dépensez plus de 2 400 € en 60 jours. Si vous voulez vous lancer en Google Shopping, je vous conseille de, uniquement focus que sur, voilà, Google Shopping, en fait, parce que Google Ads, ça permet aussi de diffuser en Google Search, sur YouTube et cetera. Mais, le plus simple et le plus rentable pour les e-commerçants, ça restera le shopping, au début. Pour vous former, si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube qui traite, de ce domaine. C'est, Ping Escape, tout simplement, si vous voulez, mettre en place tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est que, le dropshipping avec, Google Shopping, c'est quelque chose de hyper stable et durable sur le long terme. Vraiment, parfois, ça peut même vous sauver. Là, par exemple, moi, j'ai un site qui tournait très bien depuis plusieurs années en SEO et du jour au lendemain, j'ai eu un crash avec une update SEO, sur un site de santé où j'ai perdu plus de 80 de mon trafic et heureusement, grâce à Google Shopping, le trafic continue à être stable, le coût d'acquisition aussi et j'arrive à maintenir mon site à environ, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, tout simplement grâce à la stabilité de Google Shopping. C'est pour ça, il va être important de penser à diversifier, vos canaux d'acquisition et le combiner encore une fois avec Google Ads. Pour moi, c'est la chose la plus puissante si votre objectif est d'avoir une boutique en SEO sur le long terme. En plus aussi, pour certaines boutiques, plutôt que de travailler, continuellement en ajoutant du netlinking, des backlinks sur mes sites, même si, je suis pas toujours rentable, je suis break-even, je laisse tourner juste une petite campagne Google Shopping, sur des micro-niches avec 1 à 3 € par jour, histoire de ramener du trafic qualifié et donner de bons signaux à Google pour maintenir mes positions ou chercher de plus hautes positions sur les mots-clés transactionnels. Si vous n'avez pas de budget et que vous voulez, essayer de travailler, le trafic, hésitez pas à faire tout ce qui est stratégie de growth hacking avec, tous les réseaux sociaux. Vous pouvez automatiser des posts, que ce soit sur Instagram, Twitter, faire du mass follow pour que les gens, vous follow back et cliquent sur votre lien en bio de votre boutique. Et sinon, il y a des applications d'automatisation. Par exemple, moi, sur, Pinterest, j'utilise Pinotto, qui est, une application sur Shopify qui va reprendre vos titres produits, vos images produits pour les diffuser sur, votre compte, Pinterest en reprenant correctement, le titre des collections pour créer, les tableaux, en reprenant les titres produits pour, les images de vos produits et comme vous pouvez voir, sur une grosse boutique qui a plus de 2 000 produits, j'ai généré, plus de 4 presque 4 millions d'impressions, rien que le mois dernier. Bon après c'est hyper facile de faire des impressions, hein, sur, Pinterest et par contre l'engagement est assez faible. Il y a eu que 4 000 visites sur, mes pages, produits, mais ça m'a quand même permis de générer, 1 000 € de chiffre d'affaires rien que grâce à des visites organiques automatisées avec Pinterest, sur les 30 derniers jours. Voilà, ça a fait environ, voilà, c'est ça, cette conversion sur les 30 derniers jours avec un très bon panier moyen. Voilà, du coup, le trafic, c'est pas vraiment pas négligé et ensuite, une dernière chose, ça serait, de négliger, la qualité et le prix de ces produits qu'on vend sur la boutique. Voilà, c'est une erreur à ne pas faire. Quand on veut se lancer en dropshipping SEO, souvent, on a plutôt tendance à mettre des prix à fois 2 par rapport au coût produit, mais en réalité, on peut voir qu'après tout ce qui est, taxes, les problèmes de remboursement et cetera, on peut, voir que fois 2 sur le prix, vraiment, c'est un peu trop faible. Vaut mieux aller chercher fois 3 comme, ça se fait en général et en plus, ça va vous donner une marge de manœuvre si derrière vous voulez faire de l'acquisition, de trafic payante via Google Shopping, par exemple, ou d'autres canaux d'acquisition payantes, plus tard.
Et aussi, faire attention à vendre des produits de qualité si vous le pouvez, si vous y arrivez, quitte à payer les produits plus chers. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vendre cher parce que, à terme, si vous voulez perdurer sur le long terme, il faut faire attention à son image de marque, à sa qualité de produit, qualité de service après-vente et donc vendre cher, ça permet, d'avoir des produits de qualité et de travailler son service, de se rémunérer suffisamment. C'est quelque chose à ne vraiment pas négliger si vous voulez, réussir en dropshipping SEO. Voilà, du coup, c'était tout par rapport aux différentes erreurs, que je peux voir en dropshipping SEO. Pour conclure rapidement, c'est assez simple au final. Le SEO, ça a pas énormément changé ces dernières années, surtout en e-commerce. C'est toujours la même chose, ça reste du bon sens. On veut, utiliser un maximum de requêtes, longue traîne, transactionnelles grâce à nos, produits qu'on va ajouter, tout en répondant un maximum à l'intention de recherche. On va les ajouter dans des collections produits qui sont du coup les collections les plus rentables généralement en termes de SEO, en ordonnant tout ça correctement. Et derrière, suffira de travailler l'autorité du site à travers des liens, des backlinks et du trafic, surtout avec du trafic payant si possible. Et surtout, ne pas avoir peur d'aller chercher l'argent où il y en a, voilà, avec tout ce qui est, action marketing, relance, les campagnes d'email, voilà, faire des promotions quand, les périodes, quand les périodes le demandent, comme à Noël ou pendant les soldes. Voilà, c'est, ce qui fonctionne en dropshipping SEO, si vous voulez réussir. Voilà, merci pour votre écoute et n'hésitez pas si, vous avez des questions. OK, super. Merci beaucoup pour la conférence. Hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire à Ping. On va y répondre là dans les prochaines minutes. On a un petit peu de temps pour y répondre. Donc Mmh. n'hésitez pas. J'ai vu aussi pas mal de questions passer sur les replays. Donc oui, il y aura bien des replays qui seront disponibles dans les prochains jours, sur la chaîne YouTube de Learning Club. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez notifiés lorsque les replays sortiront. Exactement. Non, super, bonne conférence sur le drop SEO et du coup SIA, Ping, merci beaucoup. Merci à On vous. peut remonter les premières questions. Donc là, il y a eu Thibaut qui a demandé un premier point d'éclaircissement. Pas trop galère à gérer les SAV en dropshipping, notamment sur les vêtements, retour produit à cause des tailles, et cetera. Alors, ouais, moi, en plus, quand je fais beaucoup de vêtements, j'en ai des retours et pour moi, c'est pas un problème. Je suis vraiment pas très chiant à ce niveau-là. Je fais, en fait, faire les retours, aux frais, du client, s'il y a pas de problème avec le produit, si c'est juste qu'il est pas content. Du coup, déjà, ça met un petit frein au niveau, des retours et derrière, si jamais, on peut lui proposer, des réductions pour qu'il rachète aussi si c'est un problème de taille. Mmh. Ou tout simplement lui renvoyer, en fait. Mais globalement, le plus gros problème pour moi, c'était à l'époque parce que, tous les matins, tu avais le facteur qui sonnait pour, faire les retours, mais maintenant ça a pu être délégué à une agence qui, tout simplement récupère mes produits. Je OK. paye 1,50 € par retour. Il récupère le produit, il m'envoie, une capture, du formulaire pour que j'effectue le remboursement et du coup, au final, ça se fait assez facilement. OK. Oui, c'est du coup, tu as tout externalisé. Avant, tu faisais ça toi-même, tu envoyais les colis, les retours, Non, tu non, t'en occupais seul? j'ai jamais envoyé de Ah colis, OK. vu que ça a toujours été, fait avec AliExpress à l'époque OK, OK, OK. et maintenant j'ai un agent dédié pour ça. Mais maintenant, je m'occupais du service après-vente. Du coup, forcément, je recevais les colis chez moi et sur AliExpress, il y a la possibilité de renvoyer au fournisseur pour se faire rembourser. OK. Mais moi, je passe plus par cette option-là. En fait, je stocke chez moi et au final, soit je le remets sur Vinted, soit je les donne. Ah ouais. Je peux aussi le renvoyer aux futurs clients qui ont commandé exactement le même produit, mais c'est assez compliqué à gérer la logistique et assez Ouais. chiant, puisqu'il faut exactement la même taille, la même variante. C'est assez rare, sachant qu'en dropshipping SEO, on va ajouter énormément de produits, pour se positionner en SEO et c'est très rare d'avoir 2 fois la même commande, pour un client. OK, d'accord, très bien, très clair. J'enchaîne avec une prochaine question. Il y a Laetitia qui demande pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de dropshippers qui sont sur Shopify et pas sur WordPress, ou autre? Alors, tout simplement parce que Shopify, la maintenance est vraiment simple, je pense et la création de site aussi très, très simple.
pour débutants. Ça a un coût, mais franchement, quand on a une grosse boutique, je pense que c'est beaucoup plus rentable de rester sur Shopify plutôt que de gérer tous les problèmes techniques avec WordPress, la gestion des serveurs qui se font en permanence hacker. Vraiment, moi je vois beaucoup d'amis qui sont sur des sites de dropshipping sur WordPress et qui ont Ok. toujours des problèmes avec des sites qui sont down, des mises à jour à faire. Et une fois que tu fais des mises à jour, pareil, ton site qui crash. Après, si tu gères tout le côté technique, tout ça, franchement, je connais aussi des gens qui cartonnent très très bien avec WordPress ou WooCommerce. Et c'est, je crois, d'ailleurs beaucoup plus économique. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me prend la tête et je préfère focus sur tout ce qui est marketing, faire des ventes plutôt que tout ce qui est technique. Ok, d'accord, très bien, très clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un peu les deux écoles. Il y en a qui Ouais. vont être pro WordPress, d'autres qui vont être pro, Ouais. Shopify, pardon, mais Bah, t'as raison. après, c'est plutôt si vous avez tendance à faire des micro-niches qui vont pas rapporter plus de 500 € par mois, essayez plutôt de viser WordPress parce que avec Shopify, au final, si vous payez l'abonnement, limite, vous ne serez pas rentable avec 500 € de chiffre d'affaires par Mm. mois. Et Non, c'est sûr. en général, c'est ça. Sur WooCommerce, c'est souvent ceux qui font pas beaucoup de chiffres ou souvent ceux qui vont faire énormément de chiffres et qui veulent avoir moins de frais de transaction. Mm. Ouais, c'est vrai. Ok. On a eu Geoffrey qui a posé aussi une question. C'est pas ultra galère de trouver une niche avec beaucoup de volume mensuel sans avoir trop de concurrence? Alors, en France, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué parce qu'on est vraiment chaud en dropshipping SEO. Ça a été fait et refait puisqu'en fait, ça marche. Et ceux qui ont vu que ça marchait, ils ont dupliqué la stratégie sur toutes les niches à peu près similaires, hein. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Et du coup, c'est vrai qu'en France, ça devient compliqué. Mais pour moi, même quand il y a la concurrence, bon, ça dépend de votre niveau en SEO, il y a toujours moyen de se démarquer sur quelques collections. Par exemple, une des niches les plus connues, par exemple, ça va être le Japon. Ça a été fait et refait. Les gens, ils vendent des kimonos, des vêtements, des hoodies, tout ça. Et si on veut se démarquer, il y a d'autres produits dans cette thématique. Par exemple, on va vendre des coussins japonais et que les gens n'ont pas forcément travaillé, des parapluies, tout ça. Et il y a toujours une petite place à prendre sur des niches assez larges. Ou sinon, l'autre solution, c'est tout simplement d'aller voir à l'étranger et toujours en regardant le volume de recherche. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt tout ce qui est marché allemand, au marché des Pays-Bas, néerlandais du coup, et tout ce qui est marché anglophone. Voilà, ça marche très bien aussi. Là, moi, justement, j'en ai un peu marre du marché français. C'est ce que j'ai tendance à faire. J'essaie de me focus sur les marchés anglophones. Ça permet de très facilement vendre partout en plus. Ok. Écoute, je poursuis avec une prochaine question. Donc, la question de Arnaud. Est-ce que pour les backlinks, tu relis parfois tes boutiques pour faire des backlinks entre eux? Oui, ça m'arrive, vu le nombre de sites que j'ai. Après, bon, ça a un inconvénient, c'est qu'on peut te remonter facilement ton réseau de sites. Ok. Et du coup, bon, après, ça, c'est pas un souci puisque c'est les gens qui essaient de vous copier. Généralement, ils font pas ça proprement et pas ça de la bonne manière. Mais c'est vraiment pas mal. Si vous êtes, par exemple, si vous avez plusieurs niches dans les vêtements, c'est toujours intéressant de vous pousser. Moi, je le fais pas forcément dans le footer. Il y en a qui le font dans le footer. Je vais plutôt essayer de le faire dans une page de collection ou une page d'article de blog bien travaillée. Ok. On avait une autre question que j'avais notée tout à l'heure. Le budget nécessaire en netlinking pour commencer sur un nouveau shop. Fais vraiment pas attention à ça. Moi, je dirais sur un horizon de 4 mois, quand on veut lancer une nouvelle boutique, je dirais 200 €, ça suffit. Avec des Ok. liens bien cherchés sur eReferrer, 200 € max, ça suffit. Après, on peut avoir des liens moins chers via d'autres plateformes, mais vraiment, ouais, il n'y a pas besoin de Ouais, plus sur. ouais. Après, tu as même le gratuit via du Ninja Ouais, c'est Linking avec ça. la possibilité, mais c'est du temps où il faut le déléguer Ouais, aussi. Mais potentiellement, tu ouais. peux directement faire une première campagne, peut-être de Ouais, liens. ou se faire ses propres réseaux de PBN d'ailleurs, comme ça a été montré avant, quoi. Grave, c'est complémentaire, trop bien. Ok.
Tu avais d'autres, Ouais, questions? moi j'ai une autre question. Comment est-ce que tu fais pour faire ton maillage interne? En vrai, maillage interne, c'est pas quelque chose que je pousse, trop non plus. Je fais des stratégies basiques. D'accord. Pour mes collections, par exemple, on aura la collection mère qui va faire un lien sur toutes les catégories filles et le maillage entre les catégories filles, je vais faire, la catégorie 1 va faire un lien vers la catégorie 2, la deuxième vers la troisième, un peu en chenille, puis ça OK. remonte, en haut et en termes de produits, je vais fonctionner à peu près de la même manière, en mode, un petit lien vers, un produit suivant ou un produit similaire et un lien vers, la collection, sur laquelle j'aimerais bien me positionner avec, ce produit. OK, très bien. J'avais une autre question encore sur le netlinking. Les backlinks, est-ce que tu fais donc tu disais que tu avais des sites à l'étranger. Pareil, de quelle manière tu t'y prends pour aller Ah oui, sourcer, acheter tes backlinks à l'étranger c'est et vrai que j'ai également complètement oublié, ouais. budget? Je Ouais. devais en parler en plus, j'ai oublié dans la slide, mais comme moi je focus pas mal sur le marché étranger, j'ai pu constater que c'est vraiment compliqué par rapport aux plateformes parce qu'en France, on est vraiment très, très avancé, alors que justement aux États-Unis ou dans d'autres marchés, les plateformes, c'est beaucoup moins populaire, c'est beaucoup plus cher d'ailleurs et la plus connue que moi j'utilise, le plus souvent, ça va être, WordPress. D'ailleurs, ils offrent aussi 50 € pour tester la plateforme si jamais, ne pas hésiter à me contacter pour en profiter ça. Mais et sinon, parfois je vais faire directement, des recherches sur Fiverr parce que beaucoup de gens, vont, cracher sur, les prestataires Fiverr, mais Mmh. c'est en gros des gens qui vont faire, de l'outreach, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, contacter directement plein de webmasters pour avoir leur propre liste et des tarifs, préférentiels et nous, on va acheter chez eux. Bien sûr, ils vont prendre leur commission, mais au moins on n'aura pas, ce travail à chercher les liens chez qui on va pouvoir poster et bien sûr, il faudra toujours analyser, la qualité des sites parce que, sur Fiverr, on aura beaucoup de sites avec, du trafic qui a bien monté, mais qui au final a pris une pénalité et qui est tombé à zéro parce qu'on a beaucoup de fermes à liens. Voilà, c'est vraiment, pas évident à l'étranger. Du coup, moi, je profite de mon réseau parce que, j'ai pas mal d'élèves, que j'ai formés qui se lancent aussi à l'étranger et du coup, on s'échange entre nous ou sinon, je suis obligé de payer, quoi. OK. Je vois une autre question là une question plutôt cold mailing donc, est-ce que tu suggères, qu'est-ce que tu suggères comme outil, comme mail provider pour du cold mailing en masse? Mail provider, après, cold mailing, si c'est sur du scrap d'email, c'est assez bizarre, enfin, ça se fait pas, on n'a pas le droit. Mais sinon, s'il parle d'emailing par rapport à nos visiteurs, là, moi, j'utilise Klaviyo tout simplement. Sinon, il y a je crois qu'il y a moins cher avec peut-être Omnisend qui fait quasiment la même chose et même, il y a l'intégration, gratuite là pour le coup de Shopify avec l'application intégrée qui s'appelle Flow, ou enfin je suis même pas sûr, ouais, mais en gros ils ont une application intégrée d'email marketing et qui est gratuite jusqu'à je crois 10 000, 20 000 emails par mois. OK. Carrément. Il y avait aussi Laetitia qui demandait donc comment as-tu démarré donc le drop, et le e-commerce et également le SEO? Est-ce que tu as appris sur le tas ou est-ce que tu as suivi des formations? Ouais, j'ai été, formé sur YouTube, à l'époque, puis j'ai acheté plusieurs formations, de Dropshipping Reborn, Mmh. qui m'ont pas mal aidé, mais pas spécialement sa formation, parce qu'en vrai, tout ce que j'ai appris dedans, c'était, tout ce que je savais déjà grâce aux vidéos gratuites sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, il y a énormément de ressources gratuites et qui suffisent largement. Et Mmh. derrière moi, ce qui m'a vraiment propulsé, ça va être, tout ce que je vous ai partagé au niveau des slides, côté marketing, pour vraiment aller chercher l'argent, avec des emails de relance, des SMS, les offres marketing et ça a été grâce à une autre formation qui a été, promue à l'époque, qui s'appelait, heu, le projet Snowball, en fait. C'était, vraiment axé marketing, influence, avec des ambassadeurs, tout ça et c'est là où j'ai appris à faire le plus d'argent, en fait. OK, hyper intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat? On a encore un petit peu on a 5 minutes, devant nous. Si vous avez deux trois questions à nous poser.
histoire qu'on complète un petit peu cet échange hyper intéressant. C'est quoi ton actualité là prochainement du coup de ton côté Ping? Bah, là, vraiment essayer de focus e-commerce vu qu'on arrive au Q4. J'ai quelques sites à lancer encore à l'étranger et après, bah, on va essayer de bien mettre ça en place puisque je vais devoir partir aussi à l'étranger là, en Thaïlande, pour Chiang Mai SEO, et rester quelque temps là-bas. Du coup, on va essayer de déléguer ça au maximum. Trop bien, surtout oui, avec le Q4 là, ça va Yes. être la grosse période. Bah, écoute, trop bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si on vient d'en recevoir une là. Parfait, Anthony, bien joué. Ne serait-il pas plus judicieux de d'abord réussir à vivre d'un seul shop avant d'en créer plusieurs, en se concentrant dessus pour éviter la dispersion de plusieurs SAV, plusieurs compagnes, etc. Ouais, pour moi, ça dépend de ton niveau. Si tu as déjà une bonne base SEO, en vrai, un site, ça peut se faire très, très rapidement. Et donc, potentiellement, au bout d'un moment, tu vas avoir plus grand chose à faire, à part essayer de ramener du trafic. Du coup, si tu as fini ton site assez rapidement, tu vas pouvoir commencer à enchaîner de nouvelles boutiques. Peut-être pas faire plus de 3 boutiques si tu débutes, histoire de vraiment focus quand même au moins sur ces 3 boutiques-là et de les améliorer constamment, continuellement. Voilà, parce que aussi, c'est cool des fois de lancer plusieurs boutiques parce que des fois, tu as des niches qui vont pas du tout prendre, même si tu essaies de tout faire carré, tout propre, ça va pas prendre. Alors que des fois, une autre niche que tu vas lancer va prendre en moins de 2 semaines à 3 semaines. Du coup, ça peut être dommage de passer à côté de certaines opportunités. Voilà. OK. On a encore une autre petite question. Est-ce que tu utilises l'IA en full ou en partiel sur tes sites? Donc, pour la rédaction. Alors ouais, moi, je déconseille vraiment de faire du 100% IA. J'utilise l'IA uniquement pour mes fiches produits, mais derrière, j'ai mes intégratrices produits qui vont retravailler au moins la sémantique des mots-clés pour essayer d'utiliser d'autres variantes de mots-clés. Et pour la description de collection, je l'utilise aussi, mais beaucoup moins. Enfin, je vais pas faire du ChatGPT, je vais plutôt faire tout ce qui est TextBulker, Scribouillard, tout ça, et le retravailler un maximum aussi. 100% IA, pour moi, c'est un peu casse-gueule. Vraiment, et encore pire si vous faites de la traduction auto, par exemple, il y en a qui font ça, de titres produits pour les traduire dans d'autres langues, etc. Souvent, on est tenté de faire des sites rapidement, automatiquement, avec dans d'autres marchés, en fait. Et pour moi, la chose à ne pas se louper, vraiment, c'est les titres produits. Et ça, on est obligé de le faire manuellement avec SEMrush, la recherche de mots-clés, tout ça, au moins sur cette partie-là. Ok, bon. OK, très bien. Au top. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. On n'en a pas d'autres qui arrivent. En tout cas, Ping, merci beaucoup pour ta conférence, pour nous Avec avoir plaisir. libéré du temps pour aujourd'hui. Ouais. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Avec plaisir, c'était bon top. après-midi. Avec plaisir. On clôture cette première matinée du coup du Learn IA. J'espère que vous avez tous apprécié.